Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur la première. Bonjour à toutes et tous, Ligne Directe est de retour, l'émission qui vous accompagne pour tenter de comprendre les règles du monde qui nous entoure. Vous le savez, depuis quelques années, tout change, tout évolue et ce, de plus en plus vite. De fait, beaucoup d'entre nous sont complètement perdus et ont du mal à suivre le rythme et à trouver sa place dans la société. Alors, comment trouver la sécurité dans sa vie professionnelle et gérer sa carrière ? Voilà la question que nous allons tenter d'éluder aujourd'hui. Et pour ce faire, nous recevons Agnès Valdener, elle est psychologue du travail, et Isabelle Laran, elle nous parlera de son parcours car elle est comptable devenue consultante. Bonjour mesdames. Bonjour David. Ça va ? Ça va très bien. Merci. Très bien, merci. Très bien, merci. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Vous êtes avec nous par téléphone pour des raisons de confinement. On en parlera dans quelques minutes. Ce sera également l'occasion avec vous de parler de télétravail aujourd'hui. Un témoignage, une remarque, une question, une interrogation ou un doute. Le 258 est à votre disposition pour venir vous installer avec nous. 258, ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne directe de 8h à 9h sur la première. Alors tout d'abord, un grand merci à toutes les deux qui, malgré les raisons de confinement, parce que je le rappelle, vous êtes Agnès, vous êtes mis en autoconfinement depuis quelques jours de façon volontaire. Quant à vous, Isabelle, vous êtes rentrée de Nouvelle-Zélande il y a quelques jours, donc vous êtes placée en autoconfinement chez vous, à votre domicile. On va en parler un peu plus tard dans l'émission, on reviendra sur ces détails, comment ça se passe, etc. et pourquoi ce confinement. Mais le sujet du jour est la sécurité professionnelle et la gestion de carrière. Agnès, vous êtes psychologue du travail. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité professionnelle ? Eh bien, en fait, c'est justement la sécurité, c'est un des besoins les plus importants de l'être humain. C'est le besoin le primaire. Donc, ça consiste à être bien là où on est et ne pas imaginer tout faire de soucis. En fait, imaginer toutes les circonstances qui pourraient arriver et qui rompraient cette sécurité. Donc, au travail, c'est habituellement ce qu'on imagine la sécurité, ça va être typiquement avoir un CDI ou avoir un poste dans la fonction publique, mais en tout cas quelque chose de pérenne dans lequel on puisse se projeter et être en confiance en fait. Alors le monde a évolué, le monde a changé. Est-ce qu'aujourd'hui de parler de sécurité professionnelle, est-ce que c'est pas un petit peu d'un autre monde ? Est-ce que même ça peut pas paraître vieillot finalement ? Eh bien, justement, si, c'est que, comme je disais, effectivement, le schéma classique, c'est le CDI pour être en sécurité, parce que c'est par définition un contrat à durée indéterminée, ou la fonction publique, parce que du coup, on est dans un poste dans lequel on sait qu'on peut se projeter à plus ou moins long terme. Mais aujourd'hui, on voit bien avec tout ce qui se passe dans le monde du travail actuel, les évolutions qui vont très très vite, les changements de carrière, on est obligé. En gros, on n'a plus une carrière linéaire, ça c'est plus possible. Donc cette sécurité, cette manière de voir le monde du travail aujourd'hui n'est plus du tout en réalité sécuritaire, parce que c'est justement la manière dont on voit les choses qui va nous donner ce sentiment de sécurité ou pas. Oui, c'est ça, parce que les entreprises changent, le monde va de plus en plus vite, les entreprises ont des besoins de plus en plus précis, sur des durées parfois vraiment déterminées, des durées beaucoup plus courtes, mais nous aussi, d'une façon générale, on est plus conscient du monde qui nous entoure, on a un esprit un peu plus aventurier, une ouverture d'esprit un peu plus grande qu'il y a quelques années, et on a aussi envie de changer de carrière. Ça a été notamment le cas, je crois, de Isabelle Laran, qui était comptable, qui aurait pu faire carrière dans la comptabilité, mais qui a choisi de vivre plusieurs aventures. C'est ça, Isabelle ? C'est exactement ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous racontez-nous un petit peu votre parcours. Moi, j'ai fait des études effectivement très linéaires, un bac compta et 4 années d'études après, toujours dans la compta et la fiscalité. Et puis, j'ai ensuite eu différentes expériences dans les divers métiers de la comptabilité pendant une quinzaine d'années. Et puis, tout a un peu basculé le jour où je me suis intéressée à un poste un peu différent, puisque c'était la création d'une association qui s'appelle Initiative NC et qui m'a fait basculer plutôt dans le monde associatif, où je gérais moi-même la structure, dans le monde de l'économie et c'est là que j'ai découvert que finalement c'est ça qui me parlait le plus. Qu'est-ce qui vous a parlé en fait, parce que vous étiez quand même dans la question de comptabilité, de finance, mais c'est le fait d'avoir pris en main quelque chose, d'avoir pris les rênes, d'avoir créé une structure finalement ? Je pense qu'il y a différents aspects. Il y a effectivement cet aspect un petit peu challenge
créer quelque chose, de partir de rien, de le structurer, etc., qui est quand même assez tripant, pour le dire tel que c'est. Et puis il y a aussi l'aspect avoir l'impression d'être utile, d'aider les gens, d'être sur le terrain, de contribuer à quelque chose, de faire avancer les petits entrepreneurs, l'économie du territoire. Enfin voilà, du coup, ça me parlait beaucoup plus que d'être dans mon bureau et gérer un service comptabilité et voir comment on pouvait ramener plus d'argent et gérer cet argent. Enfin voilà, en tout cas moi ça me convenait plus. On va parler un petit peu de différentes formes de gratification, de reconnaissance par le travail, qui, on va le dire, ne sont pas simplement pécuniaires et rémunératrices. Mais le fait, là en tout cas, le fait de prendre le contrôle, c'est quelque chose de nouveau, qu'on découvre un petit peu dans sa vie professionnelle et auquel on a envie de se plonger de plus en plus. Agnès, aujourd'hui ? Alors oui, il y a de plus en plus de prise de conscience sur le fait qu'effectivement c'est important d'être plutôt actif dans la gestion de sa carrière, plutôt que de subir en quelque sorte et de suivre un petit peu le mouvement. Mais et en fait, il y a vraiment ces deux mondes qui se confrontent aujourd'hui, entre peut-être des personnes qui vont rester dans l'ancien schéma en imaginant cette sécurité que la sécurité se trouve dans un poste sur le long terme. Et les personnes qui justement vont plutôt être actives et vouloir chercher par elles-mêmes, se former et puis saisir les opportunités quand elles se présentent et pouvoir passer comme ça en fonction de leurs besoins et de leurs envies du moment d'un poste à un autre de manière choisie et pas de manière subie. Donc là, on est vraiment sur un double enjeu, c'est-à-dire de pouvoir rester réactif sur le marché du travail et de pouvoir convenir à ce que les entreprises demandent, mais aussi donc de s'épanouir personnellement et d'être un peu cohérent avec ses idées et ses envies et sa motivation du moment. Exactement. L'épanouissement passe par la part de l'action et également par justement sortir un petit peu de ce qu'on voit habituellement, de ce qu'on a encore l'habitude de voir. Alors ça commence bien à changer, comme on le disait, mais de vraiment prendre ses responsabilités pour se construire soi-même sa vie professionnelle et ce dont on a besoin. Et c'est par là que ça passe. En fait, il y a vraiment ce double aspect. Et alors, qu'est-ce que c'est l'enjeu aujourd'hui ? C'est qu'il faut apprendre aux gens finalement à se détacher un petit peu des CDI, de la fixation employariale. C'est quoi ? C'est d'apporter plus de libéralisme dans la société ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, après le CDI, c'est très bien. Ouais. C'est pas. En fait, l'idée c'est plutôt même au contraire pour pouvoir parce qu'en fait le problème c'est plutôt que aujourd'hui même un CDI et même un poste dans la fonction publique n'est pas garanti à vie. C'est pas une garantie à vie. Donc en fait, l'idée c'est plutôt de prendre ses responsabilités en quelque sorte par soi-même, parce que on a l'habitude aussi un peu, surtout dans notre société française, d'attendre que ce soit soit l'employeur ou soit le gouvernement qui nous propose des choses et qui nous fournit cette sécurité-là. Sauf que la sécurité c'est quelque chose de personnel aussi, et c'est le sentiment qu'on a à l'intérieur de soi. Et on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc c'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de répondre à ce besoin-là pour la personne en fait. Donc l'idée c'est plutôt de construire par soi-même, de réfléchir à ce dont on a besoin au moment où on en est nous-mêmes dans notre vie et de prendre ses dispositions, en fait, d'être soit de se former pour rester toujours au fait, parce que même les métiers ils évoluent, donc de rester toujours au fait sur ce qui se passe dans les métiers, comment ils évoluent, quelles sont les nouvelles techniques, quelles sont les nouvelles manières de faire, les nouvelles pratiques du professionnel, quel que soit le métier, et en fait de cette manière-là pouvoir apporter ça aussi à l'employeur et donc du coup apporter une réelle plus-value pour soi, parce qu'on apprend quelque chose, donc c'est gratifiant, mais également dans le milieu dans lequel on travaille, puisqu'on va pouvoir apporter par rapport à des nouvelles pratiques justement quelque chose peut-être de plus efficace, de plus opérationnel et qui fait plus de sens au fur et à mesure dans le monde professionnel. Mais là, dans ce que vous dites, finalement, il y a quand même un pas à franchir, il faut de l'audace, il faut de la curiosité, parce qu'on peut comprendre la personne qui est dans son métier, avec ses habitudes, son CDI, sa sécurité de l'emploi, mais qui ne se plaît pas parce qu'elle ne trouve plus la gratification dans ce qu'elle fait. Il y a un pas à franchir. Ça a été votre cas, vous, Isabelle ? Il a fallu un moment que vous fassiez le pas en avant ? Je pense que oui, il y a toujours
le moment où il faut franchir la ligne, de se dire, quand on va vers l'inconnu, on se pose toujours la question, de dire, on sait ce qu'on perd, comme on dit, mais on ne sait pas ce qu'on aura à la place. Mais en même temps, voilà, je rejoins ce que dit Agnès là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut arrêter d'être attentiste et il faut être actif. Il faut être proactif, et je pense que c'est vraiment quand on devient proactif ou finalement l'échange, même dans le salariat, hein, c'est pas forcément en étant entrepreneur, mais même dans le salariat, l'échange devient gagnant pour tout le monde. Si on reste dans l'attente et que il faut savoir sortir de sa zone de confort, il faut être curieux, et on se rend compte que finalement c'est là où on se rend compte que la motivation, l'intérêt et la gratification, finalement, ça n'est pas que le salaire. Mais vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi ce pas à un moment donné ? Parce que moi, je suis curieuse de nature déjà. Donc, de toute façon, moi, il faut toujours que je teste autre chose, et justement, j'aime bien sortir de cette zone de confort et avoir la curiosité d'essayer autre chose, de faire autre chose, de voir autrement, etc. Ce qui veut dire aussi la remise en question, hein. C'est pas toujours confortable, mais bon, c'est toujours, en tout cas, c'est toujours une expérience enrichissante, selon moi. Et voilà. Après, moi, je sais qu'au bout d'un moment, quand je suis dans un travail, quand ça fonctionne trop bien, quand tout est calé, il faut que je trouve autre chose. Alors, je suis pas non plus, voilà, hein, je suis pas instable à bouger tous les 6 mois, à changer de boulot. Ça, c'est un autre type de problème, je pense. Mais voilà, il faut de temps en temps se remettre en question. Et quand on sent que le matin, on commence à avoir un peu du mal, on se dit on va faire encore un peu comme tous les jours, et qu'on rentre dans cette espèce de routine. Moi, je sais que là, ça va plus, donc il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, soit j'arrive à faire évoluer le poste dans lequel je suis, soit il faut que je trouve autre chose. Et je pense que c'est là qu'il faut avoir le courage de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire allez, maintenant tu sautes, tu y vas, et puis on verra bien. Et puis de toute façon, si ça marche pas, c'est pas dramatique, il y aura autre chose. Et voilà, faut pas juste se dire si je perds ce que j'ai, ça y est, c'est fini, c'est la fin, c'est la mort, qu'est-ce qui va se passer? Et alors c'est là que vous intervenez, vous Agnès, c'est des gens comme ça qui vous consultent en tant que psychologue ou que coach de développement personnel, ils viennent vous voir parce que justement ils ont cette sécurité de l'emploi, mais finalement ils s'ennuient. C'est des cas que vous voyez beaucoup? Oui, alors ça peut être des personnes qui sont effectivement dans la sécurité de l'emploi et qui ont envie de changer, en tout cas de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la suite de leur carrière, et de justement, et comme ils ont sans avoir de méthode en fait, et de être un peu perdu parce que le champ des possibles est large et on se connaît pas forcément, donc c'est vraiment de pouvoir effectivement cette question-là. Se reconnecter à qui on est vraiment, se poser la question pour savoir de quoi on a besoin, de quoi on a envie et vers quoi on veut aller pour l'avenir. Donc effectivement, c'est à ce moment-là que les personnes peuvent venir me voir et sur lequel on peut effectivement avancer pas à pas en construisant leur projet professionnel. Donc là, ce que vous proposez finalement quand les gens viennent vous voir comme ça, c'est un état des lieux de leur personnalité, de leur caractère, de leurs envies à un instant T, et de leur de voir un peu ce qui est possible de faire et ce qu'on peut leur proposer justement, c'est ça ? C'est ça. C'est qu'en fait, c'est la première étape, et qu'on le fasse seul ou qu'on le fasse accompagner. La première étape, ça sera toujours d'apprendre à se connaître, savoir quelles sont déjà les compétences techniques bien sûr, mais aussi les compétences qu'on dit de base. Donc tout ce qui est savoir-être. On parle de talent, on parle de soft skills aussi également. Enfin, c'est tous ces termes-là en fait, mais on parle aussi de quelles sont les forces de caractère, quelles sont ses valeurs pour qu'on soit vraiment en accord avec qui on est et qu'on choisisse après la vie professionnelle qui est vraiment alignée avec soi. Mais est-ce que c'est possible de nous épanouir? Est-ce que c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où tout nous est offert, on a tous un type d'alimentation ultra spécifique à soi-même, on écoute de la musique ultra spécifique. Est-ce qu'on peut imaginer des travaux, un travail pour tout le monde ultra spécifique à ce qu'il a envie, à ce qu'il représente? Justement, en fait, alors ça, c'est vraiment les nouvelles tendances en plus de l'orientation professionnelle. C'est ce qu'on appelle le life design. On est effectivement 7 milliards de personnes sur Terre, avec 7 milliards du coup de personnalités et de fonctionnements différents. Et l'idée, c'est vraiment de se construire
chacun son métier, parce que ce qui fait sens pour l'un ne fera pas forcément sens pour l'autre. Une manière de fonctionner pour l'un ne sera pas forcément la bonne manière de fonctionner pour l'autre. Donc après, c'est aussi une question d'ouverture d'esprit, bien sûr, mais on peut imaginer. Alors il y a des choses qui vont forcément se rejoindre peut-être à un moment donné, mais on peut imaginer que de se construire comme ça, de se dessiner réellement quelque chose qui convient à soi. Mais alors là, quand on vous entend parler, Agnès, on se dit, moi aussi, je veux un travail sur mesure avec mes envies, mes attentes, mes convictions, les horaires que j'ai envie de faire, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on franchit le pas et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde, encore une fois? Alors, théoriquement, ça peut être pour tout le monde. Ouais. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'en fait, je parlais de deux mondes au tout début de l'interview. Il y a encore effectivement ces schémas traditionnels qui sont encore très ancrés, même dans les entreprises. Et ce qu'on vit aujourd'hui, d'ailleurs, est peut-être aussi une bonne opportunité pour se reposer les bonnes questions. On va parler du télétravail tout à l'heure, mais... Ouais. C'est repenser en fait un petit peu sa manière de travailler, mais après en échange et en co-construisant quelque part, si on est salarié, en co-construisant avec son employeur une manière qui fasse sens pour travailler. C'est vrai que ça nécessite une ouverture d'esprit de part et d'autre, ça nécessite une confiance de part et d'autre, mais c'est quelque chose qui peut se construire dès lors qu'on commence à ouvrir aussi la possibilité et à ouvrir le débat, à s'autoriser d'ouvrir le débat, parce qu'il y a une question de ça aussi, de pouvoir s'autoriser. Et tout le monde est gagnant, à mon avis. Si oui, Isabelle, allez-y. Non, et je voulais juste rajouter, et dans ce cas-là, je pense que tout le monde est gagnant. Exactement, puisque en fait tout le monde y trouve son compte, et on sait aujourd'hui, les études le prouvent, c'est que une personne qui est bien dans son travail, qui est alignée avec vraiment tout son potentiel, qui le met à profit de l'employeur, est beaucoup plus productive, est beaucoup plus heureuse, beaucoup moins malade, donc beaucoup moins absente. Et en fait, l'employeur également, l'entreprise va forcément y gagner également. Alors vous parlez de 5 étapes dans un processus de changement, Agnès. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces 5 étapes? Alors j'ai donné la première étape, c'est apprendre à bien se connaître. Ça c'est clair, il faut savoir sur quoi s'appuyer et ne pas juste s'appuyer sur ce que les autres nous renvoient aussi, mais vraiment sur ce qui fait sens à l'intérieur de nous. Donc, mais alors comment on fait? C'est se poser les bonnes... alors en fait, c'est déjà... On commence par ça fait rire Isabelle en tout cas. Non mais parce que juste, je me permets 2 secondes, parce qu'on se pose toujours la question de qu'est-ce que je sais faire. Et en fait, on oublie que ça, c'est juste un dixième de nos compétences et de nos capacités. Ce qu'on sait faire, en plus, ça peut évoluer. On peut apprendre autre chose demain. Par contre, ce qu'on est capable de faire, nos savoir-être, tout ça, c'est inné, nos valeurs, etc. Et c'est ça qu'il faut, pour moi, c'est Agnès qui sait, puisque c'est son travail, mais c'est ça qu'il faut vraiment, c'est ça les questions à se poser. C'est pas ce que je sais faire sur le papier, c'est quoi, c'est pas mon CV, c'est finalement de quoi je suis capable, moi, dans quoi je suis bonne, dans quoi je peux m'améliorer, dans quoi... Voilà. Après, les capacités techniques, vous faites des formations, on peut toujours les faire évoluer, ça. Par contre, les choses qui sont innées, ça, c'est inné. Et ça, il faut savoir pourquoi on est fait quelque part. Parce que je pense qu'on est tous faits pour quelque chose. Et après, ça permet quand même d'ouvrir le champ des possibles de manière extraordinaire. Bon, je vous laisse continuer. Non, mais très bien, vous êtes la bienvenue, Isabelle. C'était une très belle intervention. Merci beaucoup. Mais justement, ça apporte aussi la question, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait, comment est-ce que, après avoir passé plusieurs années dans un carcan d'un CDI dans une entreprise, à faire à peu près peut-être toujours un petit peu plus ou moins la même chose, d'avoir la même mission, avec une famille qui a un regard sur nous qui est identique depuis des années, alors que nous on a peut-être évolué intérieurement, on s'est peut-être ouvert un peu l'esprit. Comment est-ce qu'à un moment on peut finalement muer, éclore, sortir de sa chrysalide comme ça? Comment il y a des outils pour ça? Alors en fait, ça c'est des questions de confiance en soi aussi. Mais à partir du moment où on ne croit plus aussi ce que les autres projettent sur nous, le problème dans effectivement l'image que l'on se construit, c'est qu'on se la construit à travers ce que les autres pensent de nous. Et en réalité, si justement, comme Isabelle disait, si on se reconnecte à
à ce qu'on est réellement par rapport à ses capacités, par rapport à ce qu'on a aussi envie d'être, eh bien, il faut à un moment donné, il faut arrêter en fait. Alors c'est pas le plus facile et ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Ça demande. Oui, non, je confirme. On a perdu Agnès ? Et de se poser les bonnes questions. Mais ça se fait. Et en fait, c'est à partir du moment, ce qui est magique, en fait, c'est qu'à partir du moment où on croit vraiment qui on est et qu'on ne prête plus d'attention, enfin en tout cas plus de valeur à ce que les autres projettent pour nous qui ne nous conviennent pas, parce qu'il y a des choses qui nous projettent qui sont positives et qui nous conviennent, donc ça il faut le garder bien sûr, mais tout ce qui ne nous convient pas, on n'est pas obligé de l'accepter de l'autre. Et à partir du moment où soi-même on ne l'accepte pas, mais qu'on le montre, en fait on peut le projeter vers l'extérieur, qui on est réellement, à ce moment-là, il y a une confiance qui se construit et les autres le voient et les autres, du coup, changent aussi leur image qui nous renvoie. Ok, on a bien compris, mais permettez-moi d'insister, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à se connaître ? Est-ce qu'il y a des outils, des activités particulières, je sais pas, des voyages, des choses concrètes qui permettent à quelqu'un de savoir plus à un moment de sa vie qui il est à cet instant T ? Alors effectivement, ça demande de tester déjà, effectivement. Alors les voyages, ça peut être une très bonne idée, mais dans ce cas-là, il faut ce qui se dit et ce qui se fait, c'est les voyages aussi seuls, parce que du coup là, on sort de sa zone de confort, on va vers quelque chose qui est inconnu. On est dans un milieu où justement il n'y a pas il y a personne qui nous connaît et donc dans lequel ils peuvent projeter l'image sur nous. Mais si c'est pas possible de voyager, c'est petit à petit en osant tester de nouvelles choses, en expérimentant en quelque sorte, qu'on peut savoir si ça nous convient. Et puis il y a quelque chose en fait même dans les interactions avec les autres. Par exemple, on va sentir qu'une personne va projeter qu'on est, je dis n'importe quoi, mais l'exemple le plus parlant peut-être, c'est va nous dire qu'on est quelqu'un de timide, ou on va nous faire ressentir qu'on est quelqu'un qui prend pas suffisamment les devants. Et bien à ce moment-là, se dire bon, est-ce que c'est une image qui me convient à moi ? Et non, j'ai plus envie d'être cette personne timide, mais au contraire, j'ai plutôt envie d'être une personne qui s'affirme. Donc à ce moment-là, c'est se dire bon ok, je suis une personne affirmée, ou je suis une personne comme ça. Parce que ce qui est magique en fait avec l'être humain, c'est que nous sommes des êtres humains, donc on n'est pas des fers humains, on n'est pas des savoirs humains, et tout ce qu'on met derrière je suis. En gros, on le devient à force quand on y croit. Donc, pour y croire, il faut le répéter et c'est en se réaffirmant comme ça régulièrement. Je suis. Donc, on fait une liste en gros de ce qu'on veut être, de ce qu'on aimerait être, parce qu'on a des modèles, on a des images, on voit par exemple à la télé ou dans le quotidien des personnes qui nous disent qu'on admire en quelque sorte. Donc, prendre ces modèles-là. Et se dire tiens, pourquoi on l'admire, il y a telle et telle caractéristique qui me convient, que j'aimerais bien avoir moi-même, et c'est cette manière-là qu'on va se dire bon ok, j'ai envie d'être telle personne, donc je commence à croire que je suis telle personne dès aujourd'hui. Donc faire un petit pas de côté, lever la tête, tourner la tête, regarder ailleurs. Et quand on parle de voyage, ça ne veut pas dire forcément aller au bout du monde, mais peut-être aller faire quelque chose, une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire seul ou avec d'autres gens, pour voir un petit peu, connaître un petit peu qui on est, etc. C'est ça ? C'est ça. Et en fait, le plus beau des voyages, c'est le voyage intérieur en réalité. Oh, c'est beau, c'est beau. Je vous rappelle que il faut s'écouter en fait, parce que on sait. Finalement, on le sait, ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas, et ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'écouter, tout simplement. Hein. On le sent quand quelque chose vous plaît, quand vous avez les yeux qui pétillent, quand ça vous fait vibrer, vous dites, oui, là, je vais vers quoi j'ai envie d'aller. Et quand on se lève et qu'on a la boule dans le ventre parce qu'on n'a pas envie d'aller faire ce truc-là, je pense qu'il y a un moment, la réponse, elle est là, quoi. Exactement ça. Dans le corps parle, et en fait, il faut l'écouter. Je vous rappelle que le 258 est à votre disposition si vous voulez venir intervenir, poser vos questions, apporter vos témoignages. Aujourd'hui, nous parlons de sécurité professionnelle et d'autogestion de carrière avec Agnès Waldener, qui est psychologue du travail, et Isabelle Laran, qui nous raconte un petit peu son parcours, mais qui a osé à un moment le changement dans sa carrière et qui s'est lancée après plusieurs années dans la comptabilité, on va dire la sécurité employeur
salariale s'est lancée dans l'entrepreneuriat. J'imagine qu'à un moment, Isabelle, quand on se lance comme ça, vous avez été comptable dans plusieurs entreprises, vous avez créé et géré Initiative NC pendant 11 ans. Ensuite, vous avez travaillé dans les provinces, etc., enfin dans la province, etc. À un moment, quand on se lance comme ça, c'est qu'on est quand même prêt à faire des concessions également sur son salaire. J'imagine quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on part du principe donc quand on est dans cette démarche que le salaire n'est pas la rétribution, la rétribution, la motivation principale. La motivation principale du travail. Ah oui, c'est clair. Ah oui, effectivement, c'est peut-être ça le plus difficile. Hein. Quand on parle de sécurité, évidemment, il y a quand même la sécurité financière. Hein, donc, c'est payer son loyer, payer de quoi manger, enfin, etc., etc. Donc, il faut que ça tombe tous les mois. Et quand on passe de directeur financier, où on a quand même des salaires relativement honorables, à se dire, demain, je suis à mon compte et puis on verra bien. C'est pas évident sur le coup. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est qu'on va chercher de la reconnaissance, de la gratitude, du bien-être ailleurs ? En quoi se manifeste justement cette gratitude, cette reconnaissance ? Je sais pas. Déjà, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire se dire finalement, est-ce que j'ai besoin de tout cet argent tous les mois ou est-ce que je pourrais faire avec moins ? Bon, déjà, ça permet de relativiser un petit peu et de se dire, finalement, oui, même avec 100 ou 200 000 francs de moins, finalement, ça passe toujours aussi bien. Et puis, finalement, si je fais un peu attention, et puis finalement, etc., etc. Donc, déjà, revenir à un minima en se disant, il me faut tant pour vivre raisonnablement, etc. Et finalement, je peux me contenter de moins, parce que on est quand même dans une démarche, dans un monde où il nous faut toujours plus, hein, la surconsommation, il faut une plus grosse voiture, une plus grosse maison, il faut plus d'argent, etc., etc. Mais on n'est pas forcément plus heureux. Donc, quand on prend conscience de ça, on se dit, finalement, oui, donc avec moins, ça marche aussi. Et puis de se rendre compte, que c'est finalement parce qu'on a plus, qu'on est plus heureux, et que finalement, qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? C'est après, c'est les valeurs de chacun. Hein. Moi, c'était faire quelque chose qui a du sens pour moi. Ce qui a du sens pour moi, c'est contribuer à notamment, moi, tout ce qui me plaît, c'est tout ce qui est développement économique du territoire, trouver des solutions pour que les entreprises fonctionnent mieux, pour mieux accompagner les gens, pour répondre à un besoin. Moi, c'est ça qui me plaît. Donc, quand je suis dans cette dynamique-là, là, je me sens bien, donc c'est ça que je veux faire. Et si j'arrive à faire ça, ma récompense, pour moi, elle est là. Après, je comprends tout à fait que ce soit pas le cas pour tout le monde. Hein. Mais à chacun. Oui. À chacun sa marque de reconnaissance et de gratitude. Donc là, vous nous avez donné la vôtre, qui est un petit peu le fait d'avoir envie de rendre service. C'est quoi les autres motivations, reconnaissance, Agnès, qu'on peut trouver qui sont valables quand on travaille ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on fait des études en fait sur ce qui permet de se sentir bien dans son travail, le salaire n'arrive pas en premier, il arrive plutôt en 5e ou 6e position. Donc, le premier, c'est effectivement le sens qu'on donne à ce qu'on fait, et c'est quelque chose de super important. Être en accord avec ses valeurs aussi est un critère important. Donc, être dans un environnement une ambiance de travail qui nous convienne, qui nous stimule, qui nous donne envie. Allô, Agnès ? On a perdu Agnès. Agnès, vous êtes toujours là ? Non ? Je crois qu'on l'a perdu. On va voir le technicien qui va la rappeler. Donc vous, Isabelle, vous nous disiez... elle a carrément raccroché, je crois. Ou en tout cas, ça a coupé. Vous êtes toujours là, Isabelle ? Oui, moi, c'est bon, je suis toujours là. On est toujours là. Je rappelle que vous êtes avec nous par téléphone. Nos invités, pour des raisons de confinement volontaire ou imposés, sont avec nous par téléphone ce matin. On va en parler dans quelques minutes de ce confinement. Vous, Isabelle, du coup, on voulait parler du télétravail. Vous êtes concernée, vous, par le télétravail ? Là, du coup, du confinement, oui, complètement. C'est ça. Notamment, là, je dois animer des cours, très concrètement, des cours à l'EGC demain. Donc, vu que j'ai pas le droit de sortir de chez moi pendant 14 jours depuis hier, on va faire ça à distance, de la maison. Ça se gère. Hein, finalement, on se rend compte que finalement, les questions logistiques, il y a toujours une solution. Donc et j'ai de la famille en métropole, ils sont déjà en télétravail depuis quelques jours, voire quelques semaines, et finalement ça s'organise. Alors c'est pas forcément simple quand on a les enfants à la maison, etc. Ça c'est sûr que ça peut être compliqué, mais
Je sais pas, je me disais l'autre jour justement, c'est quelque chose qui existe depuis quand même pas mal d'années. Et finalement, c'est aujourd'hui, parce qu'on est contraint de passer par là, qu'on se met à le faire vraiment. Et c'est toujours terrible de voir d'ailleurs qu'il faut qu'on soit obligé de faire les choses pour finalement aller oser les tester. Mais moi, je trouve ça très bien parce que je pense que quelqu'un qui est chez lui, qui travaille du coup à son rythme, mais qui évidemment dans l'idée où les personnes sont raisonnables et qu'elles passent pas leur journée à boire des cafés ou à faire la sieste, mais évidemment, ça va. Dans télétravail, il y a quand même travail. Hein. Il y a quand même travail, donc faut pas oublier de travailler un peu quand même. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Alors, c'est sans doute pas quelque chose qui peut être exclusif, parce que le fait de travailler avec ses collègues, d'avoir des échanges humains, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas non plus devenir des geeks et être derrière son écran toute la journée. Mais je trouve que c'est une très bonne solution et que ça permet de pouvoir adapter en fonction des contraintes, que en plus, ça a quand même des vertus écologiques, hein, parce que ça limite quand même les transports. Quand les gens doivent faire 1 heure de transport pour aller au boulot, si finalement ils viennent qu'un jour sur 2 au boulot, ça va diminuer par 2 la pollution. Enfin, je pense qu'il y a plein d'effets positifs. On peut adapter son temps de travail. Moi, je vois maintenant que je suis à mon compte, finalement, je travaille comme je veux, entre guillemets. Évidemment, j'ai des rendez-vous, des réunions, des choses comme ça qui sont plus ou moins imposées, mais finalement, je fais comme je veux. Et je me rends compte que je bosse autant. C'est-à-dire que si je veux bosser le soir jusqu'à minuit, c'est mon problème. Si je veux bosser le week-end, c'est mon problème. Et si par contre, dans la semaine, je me prends une demi-journée pour aller me promener dans la nature parce que j'en ai besoin, je le fais. Mais c'est pas pour autant que je travaille moins. C'est juste une question de s'adapter. Et du coup, comme on se sent mieux et que quand on se met au travail, on est vraiment motivé pour se mettre au travail à ce moment-là, on est beaucoup plus productif, à mon avis. Isabelle, elle s'est dit, Agnès, c'est parti, il va falloir que je meuble jusqu'à 9h tout ça. Merci, en tout cas, c'était très intéressant. Et du coup, Agnès, on est passé, pendant que vous étiez parti prendre un café, c'est les avantages du télétravail, hein, ça. Voilà, on est passé donc justement sur le télétravail. Vous, c'est quelque chose sur lequel, qui est un outil que vous utilisez déjà depuis longtemps, vous, hein? Moi, depuis que je suis à mon compte, effectivement, je travaille à domicile et en plus mon activité, j'ai fait en sorte qu'elle soit à distance également. Donc, pour les personnes qui sont à proximité, je peux travailler, faire des vrais entretiens en présentiel. Donc, je fais du présentiel, mais également de l'accompagnement en ligne. Donc, depuis 5 ans, je travaille, comme Isabelle dit, à mon rythme. Alors, le risque, c'est aussi que du coup, quelque part, je travaille aussi beaucoup plus que quand j'étais salariée, mais en même temps, je ressens moins la fatigue, parce que justement, c'est moins contraint. Bien savoir comment on peut fonctionner et de quelle manière on est efficace. Donc ça demande de tester au départ, de trouver pour trouver son rythme, parce que ce qui convient, encore une fois, ce qui va convenir à une personne, un fonctionnement qui va convenir à quelqu'un va pas convenir à l'autre. Donc pour certains, ça va être d'avoir quelque chose de très rythmé, en se disant je garde le rythme du travail, je me lève à la même heure et je m'habille et je m'organise mon espace de travail correctement, et qu'il soit un espace agréable, dans lequel on sait qu'on va être travaillé et qu'on va être productif, avec la pause du midi, etc. Donc vraiment garder le même rythme que. Oui, parce qu'on peut imaginer la dérive dans les deux sens. La dérive de dire c'est difficile de se mettre au travail, mais c'est aussi difficile de mettre une frontière d'arrêt du travail, et que le travail n'empiète pas sur la vie de famille, etc. C'est quand même un des dangers aussi qui existe dans le télétravail. Exactement. Il faut toujours. Alors c'est vraiment important de garder la barrière entre sa vie privée et la vie professionnelle. Et quand je parle de barrière, c'est pas physique du coup, évidemment. Mais en l'occurrence, ça va être de dire quand je travaille. Et en revanche, quand je prends un temps pour moi, et pour la famille, pour les amis ou pour mes activités, etc., c'est un temps vraiment consacré exclusivement pour la famille, les amis, les activités, etc. Et trouver son rythme là. Donc ça demande de tester au départ sur plusieurs jours différentes pratiques. Pour vraiment trouver ce qui convient le mieux, ce qui fait le plus sens, et dans lequel on est le plus productif aussi. Parce que si ça se trouve, dans une journée,
je parle de mon cas, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Dans une journée finalement de travail où j'étais très cadrée, j'allais travailler de telle heure à telle heure. Il y avait des moments où j'avais pas envie de travailler et clairement j'étais moins productive que d'autres. Et du coup après en sortant du travail, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, mais on aurait pu faire sans conviction, quoi. Plus, ou en tout cas on pourrait faire plus en moins de temps. Alors le temps passe très très vite, on a encore pas mal de choses à se dire, mais là le télétravail jusqu'à maintenant concernait quelques personnes. Dans les jours, les semaines qui vont venir, on risque d'être beaucoup plus de gens risquent d'être, vont certainement devoir utiliser le télétravail. Vous qui l'utilisez depuis un petit moment, quels sont vos conseils que vous pourriez donner à nos auditrices, nos auditeurs aujourd'hui pour bien s'organiser, bien travailler en télétravail? Alors la première chose, et Isabelle en a parlé surtout dans les temps où on est justement confiné, c'est de garder le contact. Alors le contact, c'est pas forcément que physique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et le téléphone, mais appeler ses collègues régulièrement, appeler ses managers régulièrement, pour pouvoir échanger sur les avancées des projets, pour pouvoir justement garder du lien, qui n'est peut-être pas physique, mais malgré tout, ce lien est là. Là, on fait une interview par téléphone. Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Et c'est comme si on était tous ensemble autour d'un café. Finalement, on se voit pas, mais on a quand même cette interaction qui est riche. Et mais voilà. Donc la première chose, moi, je dirais, c'est vraiment garder le contact avec l'extérieur. Par le téléphone, par Internet, c'est vrai que on a vraiment cette chance aujourd'hui d'avoir ces outils-là, et donc il faut les garder. Après, c'est ce que je disais, c'est organiser son espace de travail, un espace qui soit convivial. Alors vraiment, alors ça peut être un espace physique si c'est possible, un espace dans lequel on va avoir son bureau, on va avoir quelque chose d'agréable. Alors ça va être différent pour chacun parce que, encore une fois, ce qui va être agréable pour l'un ne va pas forcément être pour l'autre, mais un endroit dans lequel on aime être, qui est un peu joli, voilà. Dans sa chambre, par exemple. Dans sa chambre ou dans son salon. Alors voilà, ça plutôt dans le salon ou dans une pièce, si c'est possible, une pièce qui est dédiée. Mais dans son salon, effectivement, ça peut être sur la table de la salle à manger ou sur la table sur une table, parce que pour rester quand même sur une position. Ouais, mais comment on fait pour pas être dérangé par la vie normale de la maison, on va dire? Les gens qui ne vivent pas seuls, en tout cas. C'est poser les règles. Là, en l'occurrence, s'il y a des enfants, ils ont aussi peut-être des temps de travail par rapport à l'école, des devoirs à faire et qu'il faut qu'ils fassent. Donc, c'est se fixer les temps, en fait, de travail, dire de telle heure à telle heure, on travaille, et tout le monde travaille. Et on ne se dérange pas. Et puis de telle heure à telle heure, on passe un moment ensemble, on prend de la distance, on danse, on rit, on garde du contact, etc. Parce que c'est aussi important de prendre du loisir, de s'aérer l'esprit, de changer les idées pour tout le monde. Très bien, merci Agnès. Vous êtes toutes les deux, Agnès et Isabelle, je le rappelle, en auto-confinement. Vous, de votre part, Agnès, c'est vous l'avez fait volontairement depuis déjà quelques jours. Quant à vous, Isabelle, vous êtes rentrée de Nouvelle-Zélande hier matin, donc vous êtes en auto-confinement imposé par le gouvernement. Agnès, pourquoi vous êtes remis volontairement en confinement ? Alors, à mon sens, c'est un acte citoyen et responsable, c'est-à-dire qu'on sait très bien par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, on a le recul par rapport aux autres pays qui ont subi avant nous la crise du coronavirus, et donc qui peut-être ont eu des mesures tardives et des prises de conscience, l'impact que ça peut avoir sur notamment, moi je pense surtout au personnel hospitalier qui se retrouve dans des hôpitaux qui sont saturés. Et au moment du pic de la crise, c'est ce qui se passe en Italie, par exemple, et ce qui commence à se passer en France aujourd'hui dans les pays de l'Est et dans les hôpitaux, enfin notamment l'hôpital de Mulhouse, où le personnel, comme il n'y a pas assez de pareil respiratoire, doit se retrouver confronté au choix de dire, est-ce que cette personne va vivre ou est-ce que cette personne va mourir? Là, vous parlez de responsabilité citoyenne, mais les mesures du gouvernement n'imposent pas le confinement aujourd'hui à ce moment-là. C'est que vous voulez avoir une longueur d'avance? C'est ça. C'est encore une fois, c'est être proactif. C'est-à-dire qu'on sait quels sont c'est facile à respecter aujourd'hui pour limiter
pour limiter les risques de contagion, c'est facile à respecter finalement de garder ses distances avec l'autre pour ne pas contagier. On sait aujourd'hui que le virus se transmet d'homme à homme, enfin d'être humain à être humain. De femme à femme aussi. Voilà, c'est les personnes en fait. Non mais c'est ça, c'est les habitudes, il faut corriger. C'est les personnes en fait qui véhiculent ce virus-là. Il est super contagieux et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a eu du mal à entrer dans les esprits, mais parce qu'il n'est pas visible en fait et la période d'incubation est longue. Donc à un moment donné, ne pas attendre aussi que ça vienne de l'extérieur, mais se dire moi je suis plus à l'aise de dire je prends ma responsabilité et je ne prends pas le risque de contaminer et de propager cette épidémie-là. Eh bien, je pense que c'est de la responsabilité aussi de chacun. Et comment vous le vivez toutes les deux? Alors, merci Agnès, mais comment vous le vivez toutes les deux? Isabelle, vous êtes en confinement depuis hier. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, tiens? Alors moi, c'est très clair. J'ai interdiction stricte de sortir de chez moi pendant 14 jours. Voilà, alors après, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que... et puis on sait pas trop, donc il y a certaines indications qui sont un petit peu floues parce que voilà, les gens qui vivent en couple, il y avait une personne à côté de moi, elle est descendue de l'avion, elle a dit moi il y a mon mari qui vient me chercher, comment on fait? On lui a répondu vous vivez ensemble mais vous essayez de limiter les contacts. Après, son mari, il va aller travailler, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que de toute façon, il faut limiter. Après, moi, ce qui est un petit peu dur, c'est de ne pas pouvoir sortir du tout. C'est-à-dire que, évidemment, ça me paraît une évidence de ne pas aller dans des lieux publics, dans des lieux fermés, etc. Par contre, je vous avoue qu'aller marcher un petit peu autour de chez moi pour me détendre les jambes, etc. Ça, c'est quelque chose qui va être difficile et visiblement, j'ai pas le droit de le faire. J'ai posé la question, on m'a dit non, c'est strictement interdit. J'ai dit oui, mais si je vais toute seule dans un endroit perdu dans la pampa, voilà, que j'approche personne, etc. On m'a dit non, c'est interdiction de sortir, sinon amende. Voilà, ça c'est un petit peu gênant parce que j'entends bien qu'il faut évidemment limiter et ne pas avoir de contact avec qui que ce soit. Maintenant, se promener tout seul dans un coin perdu, voilà, c'est ça qui est un peu difficile. Sinon, pour le reste, on s'organise, voilà, la logistique. Vous l'acceptez? Vous vous sentez puni? Vous sentez que c'est votre devoir aussi d'appliquer ce confinement? Ça me semble normal. Après, c'est vrai que c'est le regard des gens qui est un peu étonnant parce que du coup, on se sent un peu pestiféré alors qu'on n'est pas, a priori, pas malade, mais les gens, ils gardent les distances, ils me posent les sacs de course et puis ils s'en vont vite. Alors que si ça se trouve, ils l'ont plus que moi parce que finalement, ça se trouve, je l'ai pas et eux ont été en contact avec quelqu'un, va savoir. Mais voilà, je sais que c'est un temps limité, on fait avec, on s'organise, voilà. Il faut, et puis voilà, il faut si on veut limiter la casse. Vous, le confinement qui vous a imposé est de 14 jours, le temps de voir si vous ne développez pas les symptômes et si vous n'êtes pas contagieuse. Quant à vous, Agnès, combien de temps vous pensez vous imposer cet autoconfinement? Alors moi j'ai la chance de comme je l'ai choisi. De pouvoir, puis j'ai encore l'autorisation de sortir, etc. Mais en gardant mes distances et en gardant justement en posant les gestes barrières. C'est surtout ça, garder la distance de 2 mètres avec les personnes environnantes, bien se laver les mains, des gestes qui sont simples. Mais moi, en fait, je pense que ça durera le temps que l'épidémie sera pas à la baisse. Et qu'elle sera toujours en risque de contagion, quoi. Merci toutes les deux, on arrive au terme de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir par téléphone, comme quoi c'est possible. Le télétravail, la vidéoconférence, les relations à distance, c'est possible. Merci beaucoup Isabelle Larand d'être passée sur notre antenne. Merci beaucoup Agnès Valdener, donc psychologue du travail, d'être venue nous parler de l'autogestion de carrière, de la sécurité professionnelle, du télétravail et donc du confinement. Merci à toutes les deux. Et je vais pas vous dire bon retour, qu'est-ce que je peux vous souhaiter du coup? Bon vent. Bon vent, mais ouais. Bon confinement. Ouais, bon confinement à vous. Et merci à toutes les deux de jouer ce rôle citoyen de notre société. Merci à vous. Merci David. Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur la première.